Ok. On est parti pour le point actu hardware du jour, ce mardi 2 février. Pas énormément de news, mais des trucs plutôt intéressants aujourd'hui. On va commencer avec un petit point côté stock de Xbox. Microsoft communique, donc toujours sympa de savoir. Ensuite, on va voir deux news qui concernent Nintendo. Une news qui les met clairement en valeur, une autre un peu moins, mais bon, pas vraiment étonnant. On continuera avec des gens qui s'amusent à faire une config avec pour thème Cyberpunk, et ça travaille fort. C'est assez marrant. On aura ensuite un téléphone Asus. J'avoue, je connais pas trop tous les téléphones et tout. Et Asus, voilà, on les connaît pas spécialement pour ça. Je sais qu'ils en font, mais on les connaît pas spécialement pour ça. Et je voulais avoir le débat sur est-ce qu'il est encore possible pour une marque qui n'est pas déjà un leader dans les téléphones de continuer à faire des téléphones et à vraiment générer des bénéfices dessus. Ça a l'air compliqué. On verra ça dans cette news. On aura ensuite un Ventirad un peu spécial et surtout vraiment énorme. On peut le dire, hein, vous verrez, il est énorme. C'est marrant d'ailleurs que ça soit aussi gros, mais pourquoi pas. Un petit comparatif pour savoir quelle est la meilleure carte graphique pour jouer en 1440p ou 2K ou 4K. 1440p et 2K, c'est la même chose, c'est juste deux façons différentes d'appeler la même chose. C'est un test vraiment intéressant. C'est vraiment, ça nous donne une idée de comment ça marche, quelles sont les performances, pour quel prix respectif et tout, donc c'est vraiment intéressant. Même si on peut toujours souligner le manque de disponibilité sur les cartes graphiques, ça ne change toujours pas. On continuera avec AMD qui nous parle principalement de stock, vraiment. On verra peut-être des solutions, toujours des promesses. La réalité est que toujours pas de carte graphique AMD dernière génération dans les magasins, et les processeurs, ça reste encore et toujours compliqué, même si ça a tendance à revenir un peu, ça reste encore et toujours compliqué. Et on finira avec un truc comme d'hab un peu insolite, des gens qui font mumuse avec des substances dangereuses, mais ça donne des sacrées performances. Tout ça est fait en labo, bien sûr, ne pas faire ça chez vous. On parle ici d'azote liquide comme substance dangereuse. Un très bon moyen de refroidir ce que vous voulez, mais plutôt très dangereux. On va pouvoir commencer tout de suite avec Microsoft qui nous parle de ses Xbox, principalement de la Series X, donc le produit phare de sa nouvelle génération de consoles, et qui nous dit que c'est la galère. Aïe aïe aïe. La PS5 c'est comme la Xbox, c'est exactement les mêmes histoires que ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire ils ont tout vendu, ils vendent exactement tout ce qu'ils produisent, mais dans l'intégralité, hein. Il n'y a pas un exemplaire qui traîne quelque part, tout est vendu, et dès qu'il y a remise en stock, c'est vendu dans les minutes, vraiment dans les minutes qui suivent. On parle jamais d'heures. La plupart du temps, les plateformes qui mettent en vente ces consoles ne fonctionnent pas au bout de quelques minutes voire secondes, parce qu'il y a un afflux trop important de personnes. Donc voilà, Xbox ou PS5, même problème, tout est vendu, les productions sont ralenties à cause des composants qui n'arrivent pas. Donc toute une chaîne est cassée, et du coup on produit moins que ce qui est attendu. Il y a déjà eu moins de produits que ce qu'on voulait, toujours beaucoup de demandes, et c'est toujours compliqué.
Yo Toxic. Et là, visiblement, Microsoft nous parle de juin pour un retour à la normale de la production. Donc compliqué. En gros, à l'heure actuelle, c'est très très simple. Si quelqu'un veut acheter, que ce soit une Xbox Series X ou une PS5, il faut être sur les réseaux sociaux, suivre les comptes qui annoncent les retours de stock et être très réactif. Et là, il y a une chance, et encore rien n'est garanti, mais il y a une chance de mettre la main sur un des rares modèles mis en stock en ce moment. Mais clairement, c'est très compliqué. C'est très très compliqué et ça devrait, de toute façon, ça va se calmer forcément parce que petit à petit, la demande va baisser parce que il y a quand même quelques stocks qui sont mis un tout petit peu, mais petit à petit, les gens achètent la console qu'ils souhaitent et la demande baisse. Mais vu que la production est plus faible que ce qu'il faut, ça va mettre du temps. Clairement, c'est pas pour tout de suite. C'est clairement pas pour tout de suite, malheureusement, et c'est pas les seuls. Les constructeurs de consoles ne sont pas les seuls à avoir des problèmes de production. Donc on comprend, et c'est pas un problème de leur part, c'est vraiment un problème de production. Et ça reviendra, il va falloir du temps. C'est Yo Alain Zop. En vrai, faut leur laisser un peu de temps, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. On nous parlait d'un peu plus tôt, je crois. On nous parlait de mai avant. Surtout à noter, et ça c'est quand même important, dans cette news, Microsoft nous dit qu'ils espèrent un retour à la normale en juin, mais en espérant, et ça c'est à souligner, que AMD arrive à leur fournir plus de composants. Sachant qu'AMD à l'heure actuelle est déjà dans la galère. Donc, s'ils attendent les solutions d'AMD, attention à noter encore une fois que PS5 ou Xbox, tout est fait par AMD, donc même problème, même bail. S'il y a des problèmes chez Microsoft pour la Xbox, il y aura des problèmes chez Sony avec la PS5. C'est la même chose quasiment dans les deux, et en tout cas tout est produit par AMD. Donc chaque news qui tombe pour la PS5 peut quasiment être prise identique pour la Xbox et inversement. C'est produit par la même entreprise, c'est des composants qui sont quand même très semblables, et c'est aussi une des raisons qui fait que ça galère. AMD, qui était déjà en galère, doit produire en plus pour les deux constructeurs de consoles qui sont vendus massivement dans le monde. Faut le noter, ça reste pas simple. Yo Kit Cash. En tout cas, les consoles, faut attendre un peu, sauf si vous avez la chance ou que vous avez beaucoup de temps et que vous êtes très réactif. À noter aussi que les vrais jeux pour ces consoles next-gen, on les attend encore. Hein. Moi, je regarde un peu, et pour l'instant, la plupart des jeux qui sortent sont disponibles effectivement sur les nouvelles consoles, mais aussi sur la génération d'avant. Donc c'est bien d'avoir des nouvelles consoles, c'est encore mieux d'avoir des jeux faits pour ces nouvelles consoles et qui tirent pleinement parti de cette nouvelle technologie et du gain de puissance par rapport à la génération précédente. En tout cas, on verra, mais pas pour tout de suite. On continue avec des consoles, mais là c'est plutôt des bonnes news pour Nintendo, qui a écoulé quasiment 80 millions de Switch en 46 mois de vente. Donc un peu moins de 4 ans, pardon. Pourquoi 3 ans? Non, un peu moins de 4 ans. On est ici à 79 millions,87. Donc beaucoup, hein, beaucoup. Clairement une console qui a très très bien marché. On compare à la 3DS avec ses
quasiment 76 millions d'exemplaires vendus, sauf qu'on y intègre la 3DS, la 3DS XL, la 2DS et la New 3DS. Donc voilà, on met, on met tout le panier. Donc clairement, une console qui marche très bien. Les rumeurs sur une version un peu plus haut de gamme de cette console se font de plus en plus fortes. Donc j'imagine que ça va arriver. Effectivement, il y a certains manques qui peuvent aujourd'hui être comblés. À noter, et c'est très important et ça va très bien faire la transition sur notre news suivante, que Nintendo est très très fort dans la créativité. Franchement, ça, c'est quelque chose qu'on peut leur donner, mais à l'infini. Ils sont très très forts dans la créativité. Regardez leur jeu, leur licence, leur univers. Par contre, dans la technologie, c'est pas les premiers. Ils sont japonais pourtant, et les japonais sont en général forts dans la technologie, mais eux, ils ont pas décidé de mettre les projets technologiques au cœur de la création de leurs jeux vidéo. Ça fait la transition parfaite pour la suite qui va nous parler du multijoueur de Nintendo. Et là, là il y a des choses à redire. Si vous avez eu l'occasion ou le malheur, on peut peut-être dire le malheur d'avoir à jouer en ligne sur Nintendo, peu importe quoi, hein, déjà si vous avez réussi à jouer en ligne, bravo, vous faites partie de l'élite. En vrai, ça marche plutôt très mal et c'est un peu les pires serveurs de jeux de consoles qui existent. On nous indique dans cette news qu'ils changent leur serveur. Bien joué, il était temps. Surtout que leur serveur date de 20 ans. Aïe aïe aïe, qui garde des serveurs 20 ans? Arrêtez. Des data miners sont allés chercher des informations, et notamment dans Splatoon 2, qui est un jeu vieux de 2 ans. Il y avait un code, une fonction inutilisée dans le code source qui allait demander au serveur en ligne si ça tournait sur Windows 98. Alors, bon, cette fonction n'était pas utilisée, mais ça veut dire que potentiellement ils se sont basés là-dessus, donc ça... voilà, hein, les serveurs vieux de 20 ans, ça fait mal, et qu'il les change, c'est pourquoi pas une bonne idée, hein. Ça peut que améliorer les choses, surtout que c'était quand même un peu à la ramasse et il y avait du boulot. On ne sait pas avec qui ils vont travailler. Déjà, si leur future solution de serveur sera une solution interne, peu probable, hein. Nintendo, ils sont pas trop là-dessus. Ou s'ils iront être clients de grosses structures comme Microsoft avec les serveurs Azure ou Amazon avec les serveurs AWS. Peut-être Amazon, sachant que le site Nintendo est hébergé par Amazon. À voir, hein. De toute façon, c'est celui qui proposera les meilleurs tarifs et le meilleur service, hein. Ils peuvent faire jouer la concurrence, c'est quand même pas mal d'utilisateurs, hein, les serveurs Nintendo, malgré les problèmes et les fonctionnalités parfois douteuses. Enfin, franchement, la qualité, c'est un peu la loterie, et tu peux te faire kick à n'importe quel moment, perdre ta connexion alors que t'es fibré. Enfin, la crise majeure, hein, vraiment la crise majeure, les serveurs. Donc ça fera plaisir à tout le monde, mais il était temps, hein, des serveurs... en vrai, déjà des serveurs qui ont, je sais pas, 5 ans, vu la croissance que demande l'expérience informatique de nos jours. Si on veut rester à la page, on se dit que c'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes, mais c'est bien de penser à les changer. Non, franchement, ils déconnent. Ils déconnent un peu. Ils sont forts sur la créativité, mais la technologie, non, pas trop, hein, pas trop. On continue avec un petit mode PC Cyberpunk
on avait déjà vu le boîtier et là on nous informe des avancées du projet. Il y a eu un petit effet abîmé, vieilli sur le boîtier et des petits ajouts d'effets fibre de carbone. Donc genre là on a les traces d'usure de la fibre de carbone. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup, je trouve que le boîtier colle vraiment bien. Pareil, on a des petits ajouts ici, des petits marquages un peu comme des circuits imprimés. Je trouve que c'est vraiment propre. Pour moi c'est vraiment un exercice de design. Là, on voit le soin qu'ils y apportent quand même. Même aller travailler, on voit le SSD, les barrettes de RAM. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner leur produit fini. Et c'est vrai que Cyberpunk est quand même un univers propice à la création, donc c'est bien, c'est une bonne idée de faire ce genre de mode-là. Et en vrai, moi, ce que j'aimerais trop, c'est voir des espèces de compétitions de ça. Oui, je sais, je suis un geek, c'est vrai, je suis un sacré geek, mais genre avoir des équipes et leur dire voilà, vous avez tous un thème, tant de temps, et tout le monde doit réaliser une config modée autour d'un thème et avoir un jury à la fin ou ce genre de truc, ou même un vote du public, faire jouer la communauté. Ça régale de faire jouer la communauté. Du coup, vote de la communauté pour élire le vainqueur. Je trouve que c'est un vrai exercice de design, parce que faire une config pour soi, c'est très personnel, mais faire autour d'un thème, c'est collé à l'univers, collé au style, et ça laisse moins de place au goût et aux couleurs, quoi. Et je trouve ça vraiment kiffant. Voilà. Donc c'est joli, et j'attends de voir la fin. Tiens, j'ai pas remis au début ça. Alors, on continue avec le Asus ROG Phone 5. Alors, je vais pas trop vous parler de téléphone parce que j'y connais pas grand chose, donc je veux pas trop dire de conneries. Je veux me servir de cette news pour parler des entreprises qui fabriquent encore des téléphones sans être vraiment un gros acteur de ce marché-là. En gros, est-ce que aujourd'hui, à part quelques entreprises chinoises et en gros, pour faire simple, Samsung et Apple, est-ce que une entreprise peut encore faire des téléphones attractifs, de qualité, enfin un téléphone qui est intéressant, quoi, en gagnant de l'argent dessus? Parce qu'ils peuvent toujours en faire, ça, oui. Mais en ayant vraiment une rentabilité dessus, parce qu'une entreprise qui fait pas d'argent, sur le long terme, ça ne marche pas, hein. C'est quand même voué à disparaître. C'est pas le principe d'une entreprise. Et je prends comme exemple ce Asus ROG Phone, parce que je sais que ça fait longtemps qu'ils en font. Moi, j'avoue que ça fait sacrément longtemps que j'ai pas vu un téléphone Asus, vraiment. Je sais que dans mon entourage, la plupart des gens ont un téléphone, soit un iPhone, soit un Samsung, soit une marque chinoise qu'on connaît ou pas, mais qui est dans tous les cas une grosse marque. Je me demande s'il y a encore de la place pour les autres, alors que par exemple ce téléphone doit être sûrement... il a les caractéristiques de ce qu'on peut attendre d'un téléphone dernière génération. Il a un écran AMOLED plus ou moins grand, ça c'est les goûts et les couleurs. Il fera des belles photos, il a une grande batterie, il est équipé d'Android comme les Samsung. Il a un petit côté peut-être un peu plus tech gadget avec le logo ROG derrière et tout, mais est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'avoir d'autres acteurs? Ouais, mais OnePlus c'est un géant chinois. Un géant chinois qui s'est il n'y a pas longtemps approché de Oppo et Realme, qui est un autre géant chinois, et en fait c'est des grosses boîtes. C'est un gros acteur du marché, parce que
en Chine, tu peux être juste en Chine et un gros acteur du marché, vu que c'est un marché à 1 milliard de gens. Mais du coup, la Chine est un peu de la triche, et du coup, il y a plusieurs gros acteurs chinois, là où dans le reste du monde, il n'y a pas vraiment plusieurs acteurs. Vraiment, si on enlève Apple et Samsung, oui, mais je suis d'accord avec toi, qui te cache. Du coup, ça devient de niche. Oui, elle peut trouver un public, parce que dans tous les cas, Asus a déjà une fanbase qui est prêt à acheter des produits Asus, peu importe quel produit c'est. Mais du coup, est-ce que on peut vraiment avoir une rentabilité, ou est-ce que dans tous les cas, soit on vendra trop cher le téléphone, soit on rognera les marges, et du coup, ça fait au mieux une facture blanche, au pire une perte d'argent, quoi. Du coup, je me demande si c'est encore viable, ou si c'est plus du produit pour faire plaisir à la fanbase de continuer de faire ça. Parce que vraiment, c'est une vraie question que je rends. Enfin, effectivement, en ce moment, je rencontre pas grand monde, on va pas se mentir. Mais, mais sinon, je connais, les gens que je connais ont un Samsung, un iPhone, ou une marque chinoise du genre Xiaomi, Oppo, Realme, OnePlus, Huawei, un peu moins Huawei maintenant qu'ils ont plus Android, mais ce genre de truc, quoi. Du coup, je sais pas, je pense que c'est devenu compliqué, et que les gros sont devenus tellement gros que ça doit être très compliqué pour un plus petit de se faire une place. Sachant que Asus est déjà un gros groupe, pas en termes de téléphonie, mais sinon ça reste un gros groupe qui peut se rattraper d'une autre façon. Asus peut se permettre d'avoir une branche qui ne gagne pas, ou qui perd un peu d'argent. Pas forcément pendant longtemps, hein, c'est jamais souhaitable, mais ils peuvent se le permettre. Là où une plus petite marque ne pourra même pas se le permettre. On continue avec un Ventirad énorme. Vraiment un truc, je vais vous montrer la photo, hein. Voilà. Voilà le gros bébé. À savoir, il pèse 2 kilos. Ce qui est quand même plutôt lourd. Il vient avec 4 ventilateurs. Il est fait pour refroidir un gros processeur. Allez pas mettre ça sur un processeur avec franchement moins de 8 cœurs, ça sert à rien. Même sur du 8 cœurs, c'est vraiment si vous avez envie d'aller chercher de l'overclock un peu vénère, tout ça. Mais sinon sur du 10 ou 12 cœurs à la limite, pourquoi pas. Mais il faudra un gros boîtier tout de même. À noter que il ne dépasse pas, ou presque pas, de la carte mère. Voilà, là on le voit posé sur la carte mère. C'est stylé, hein. Non, en vrai, c'est pas si stylé que ça. C'est un gros machin. Est-ce que ça a un réel intérêt? Alors oui, ça a un réel intérêt. Parce que visiblement, bon, déjà on y retrouve 4 ventilateurs, donc en termes de refroidissement, on est quand même sur du top du top, hein. On peut difficilement faire mieux. Le radiateur au milieu mesure 5 cm d'épaisseur, donc il est vraiment énorme. Et en fait, ça se base sur un principe qui est ingénieux, parce que c'est pas juste un radiateur classique, c'est un radiateur un peu comme les radiateurs de water cooling, sauf que dedans il y a un liquide qui se transforme en gaz au contact de la chaleur, et du coup monte et refroidit, se retransforme en liquide, redescend, et du coup c'est comme ça qu'est effectuée la dissipation de la chaleur, enfin en tout cas la répartition sur le radiateur.
Et le principe est intelligent, c'est la première fois que je vois ça, surtout pour un truc qui est en soi destiné au grand public, même si ça restera un public de niche, hein, parce que déjà tout le monde n'a pas un boîtier capable d'accueillir ce monstre. Euh, Pareil, tout le monde n'a pas besoin, tout le monde n'a pas un processeur qui a besoin d'être refroidi à ce point. Et, euh, et il va quand même coûter, on n'a pas le prix, mais ça va être un ventile plutôt très cher, hein. Euh, Destiné vraiment à des gens qui ont des gros processeurs avec beaucoup de cœur ou des gens qui font muse avec l'overclocking. Euh, mais je trouve ça marrant. Par contre, 2 kilos, euh, quand même, hein. Quand même 2 kilos. Faut avoir la place et le besoin, mais ça existe. Et du coup, ça mérite qu'on en parle si ça existe. On continue avec une news qui est très très intéressante. On vient comparer ici la 3080, ce qui est vendu par Nvidia pour l'instant comme la carte ultime de jeu, même si on attend la 3080 Ti, là où la 3090 est normalement censée être destinée plus à un public de professionnels, à la 6800 XT qui est censée être la carte concurrentielle. On rappelle les prix, bon, des Founders Edition ou des prix d'annonce d'AMD. La 3080 Founders Edition est à 719 euros. La 6800 XT a été annoncée à 659 euros. Je ne sais pas si un jour a été vendue à ce prix-là, mais elle a été annoncée à ce prix-là. On va tester sur du 1440p la 2K et 2160p la 4K. Et on voit, c'est très très intéressant parce qu'on voit qu'en 1440p, en gros, c'est pareil. Alors, suivant les titres, il y a des titres où la carte AMD s'en sortira mieux, il y a des titres où la carte Nvidia s'en sortira mieux. Donc vous avez ici la carte Nvidia, ici la carte AMD, notamment sur le dernier Assassin's Creed, Nvidia s'en sort mieux, mais par exemple, si on descend là, sur le Star Wars Jedi Fallen Order, c'est la carte AMD qui s'en sort mieux. Donc en gros, si on fait une moyenne, c'est plus ou moins kiff-kiff à quelques frames près, c'est la même chose. Tout ça sans aller chercher les technologies de DLSS ou de ray tracing, bien sûr, à noter. Par contre, c'est intéressant parce que en 4K, est-ce que là, non, là on est en 4K. En 4K, on peut noter que Nvidia s'en sort mieux, encore une fois, sans le DLSS, qui est du coup un très très gros boost en 4K, et sans le ray tracing qui consomme encore trop pour AMD. Donc on peut voir que ici, vous voyez, la moyenne est ici, donc il y a beaucoup plus de titres où la carte AMD s'en sort moins bien. Encore une fois, la différence peut être très minime et un peu plus sur certains jeux, mais en vrai, ça régale de savoir que dans tous les cas, les deux cartes restent assez proches. Mais il y a encore une petite avance pour Nvidia, en notant que Nvidia peut toujours tricher avec son DLSS. Et ça c'est la vraie avance. C'est la vraie avance qu'ils ont. Ce qu'on a vu sur les graphiques ne fait pas une réelle avance technologique. Le DLSS leur permet de dire, si vous voulez profiter de la meilleure expérience de jeu possible, c'est chez nous qu'il faut venir. C'est chez nous qu'il faut venir, oui. Et ça, c'est toujours leur meilleur argument. Si vous voulez avoir un jeu fluide et le plus beau possible, c'est une carte Nvidia qu'il vous faut. Parce que grâce au DLSS, on peut avoir du ray tracing et une expérience de jeu fluide. Ce qui n'est toujours pas possible sur les cartes AMD. Parce qu'on le sait, le ray tracing est bien trop gourmand.
et sans cette petite triche de upscale intelligent, même Nvidia ne peut pas, hein. Même Nvidia n'arrive pas à faire du ray tracing temps réel sur des hautes résolutions. Ça reste très compliqué. Donc ils ont leur petite triche, mais nous, on n'y voit que du feu. Donc au final, si on le voit pas, on prend, hein, clairement. On continue avec peut-être une solution pour AMD. AMD qui est en galère complète, hein. On va pas se mentir, AMD, ils sont là, ils doivent produire pour tout le monde et pour eux. C'est compliqué. Ici, on nous parle d'un appel à Samsung. On sait qu'aujourd'hui, AMD travaille avec TSMC pour fabriquer leurs puces. Samsung est un autre fondeur possible. Jusqu'à maintenant, il ne maîtrisait pas, jusqu'à l'été dernier, il ne maîtrisait pas la technologie pour faire des puces en 7 nanomètres, mais maintenant c'est bon. Donc il pourrait potentiellement faire appel à Samsung pour pallier leur manque de production. Ça reste un truc à prendre avec des pincettes, parce que même s'ils maîtrisent le savoir-faire pour graver des puces en 7 nanomètres, c'est sûr que leurs process de fabrication sont différents de ceux de TSMC, donc il faudrait quand même faire une espèce de transition pour rendre le truc possible, ce qui prend du temps. C'est quelque chose qui peut être envisagé, et surtout si les problèmes de production persistent, mais ça reste un gros... je sais pas, hein. En vrai, ça reste... Il y a quand même un monde où ça se passe bien, un monde où ça se passe pas bien, où tout ça arrive trop tard et du coup ça fait un investissement pour rien. Je sais pas. Ça peut être une solution. À voir s'ils sont capables de faire ça vite, bien et pour pas trop cher. Mais effectivement, à l'heure actuelle, AMD n'y arrive pas. Et c'est pas nouveau. Et ils ont déjà été obligés de faire des choix. Des choix sur certains de leurs produits, notamment. Parce qu'ils ne pouvaient pas tout assumer, que ce soit pour les consoles ou pour leur nouvelle génération de matériel pour PC de bureau. À noter aussi qu'ils font du matériel pour ordinateur portable. Et ça, ils doivent continuer aussi d'honorer des commandes. Donc je pense que là, ils sont en train de chercher tout ce qui est possible et imaginable pour grappiller un peu de prod. Et honnêtement, je pense que rien n'est trop en ce moment. Donc si ça peut aboutir, pourquoi pas. Et d'ailleurs, on continue avec cette news. Alors cette news, pareil, à prendre avec des pincettes. AMD promet plus de cartes graphiques. Combien de fois on a vu cette news? Combien de fois on a vu oui, on va recommencer à en produire nous-mêmes. Oui, on va les vendre sur notre propre site en ligne avec notre propre réseau de vente. Il n'y en a toujours pas. Donc là ils disent oui, on va en refaire, oui, on va soutenir on va soutenir nos revendeurs, enfin les gens qui développent des cartes custom. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est tout ce qu'on veut, enfin c'est tout ce qu'on peut constater en tout cas. Et on a déjà eu des news disant oui, on va en refaire, machin. Elles sont où? Est-ce que vous avez vu, vous, des stocks de RX 6000? Moi, non. Et pourtant je suis les stocks, je suis l'actualité. Je vous assure que s'il y avait eu des vrais stocks mis en place, je les aurais vus. Donc voilà, il n'y en a pas. Donc dire va y en avoir sans vraiment le faire, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Et c'est pas la première fois. Donc pour l'instant on juge et on attendra de voir quand il y en aura. Et là on pourra dire ok il y en a, mais pour l'instant non. On finit avec un truc un peu plus marrant.
des fous et une 3090 qui passe les 3 GHz. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de son week-end. Eux, ils ont fait muse avec une config qui vaut cher, refroidie par azote liquide et une carte qu'ils ont montée à 3 GHz. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. De toute façon, vous n'avez pas d'azote liquide déjà. D'ailleurs, je me demande si c'est compliqué de se procurer de l'azote liquide. Ça doit quand même être un minimum réglementé comme substance. En tout cas, ils sont bien marrés. Ils sont bien marrés. 3 GHz. Ils ont obtenu 16 records du monde. Ils ont battu beaucoup de records. Et visiblement, cette carte a du potentiel quand on la met dans les meilleures conditions. Parce que l'azote liquide, c'est très froid. Ce sera encore plus efficace que le gros Ventirad de 2 kg. Ça c'est sûr. Beaucoup plus dangereux aussi et clairement pas pour du long terme. Ou alors vous avez besoin d'une sacrée installation et vous avez des sacrés moyens. Mais c'est marrant, à chaque fois on sait, ils s'amusent avec l'azote liquide et on bat des records. Mais là quand même 3 GHz, pas mal, c'est pas mal. En vrai, en général, on a, je sais pas, même les cartes, ça atteint quoi 1,8, un truc comme ça. On atteint peut-être 2 ou 2,2 pour les plus hauts de gamme qui sont avec du water cooling, tout ça, mais là 3, en termes de consommation, ça doit y aller. Et aussi une sacrée installation pour pouvoir faire ces tests-là, bien sûr. Parce que on fait pas n'importe quoi avec de l'azote liquide, c'est quand même dangereux. Mais voilà, ça nous régale. Les savants fous des labos, ils nous régalent. Encore une fois, mon côté geek qui ressort. Tu mets de l'électronique et de l'azote liquide, c'est bon. C'est gagné. Et voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. Pas énormément de news, mais des news plutôt sympas. Vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité, de toute façon. Et voilà, toujours sympa. Toujours une petite sélection, bien sûr, pour pas avoir des trucs qui n'ont pas trop d'intérêt ou sans trop de fondement. Mais on arrive toujours à trouver des trucs. De quoi parler et de quoi s'instruire. Donc j'espère que vous appréciez autant que moi. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire des retours. Je prends tous les retours avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité hardware.